Bonjour. Je suis contre le service militaire obligatoire. Mais il y a quelques années de cela, j'ai croisé le chemin d'une personne qui m'a dit avoir hésité pendant plusieurs années, pendant 5 ans, pour rejoindre l'armée. Cette personne-là avait changé d'avis plusieurs fois. D'autres personnes, des proches à lui, l'avaient convaincu de changer d'avis plusieurs fois. Au final, durant ces 5 ans, il n'a pas trouvé d'autre vocation, ni d'autre travail. Et après ces 5 ans d'hésitation et de procédures inachevées, il est finalement revenu à son choix initial, qui est celui de rejoindre l'armée. Donc des personnes l'ont fait changer d'avis pour un choix qui lui était propre. D'autant plus que son père avait été lui-même militaire. Mais indépendamment de cela, c'était son propre choix. Il avait hésité pendant 5 ans et il s'agissait de son choix initial. C'était son propre choix. C'était son idée à lui. Donc on peut se poser la question de savoir si les problèmes du civil n'affectent pas aussi les problèmes militaires, les problèmes du militaire, l'armée. On peut se demander si le civil n'affecte pas l'armée. Que les choses soient claires, je suis contre le service militaire obligatoire. Je suis contre le service militaire obligatoire. Pour moi, une personne qui s'engage dans l'armée, c'est quelqu'un qui en a fait le choix. J'ai dit d'ailleurs à cette personne de faire son propre choix. Même pour un autre métier, si cette personne avait hésité pendant 5 ans à faire un métier, et qu'elle avait changé d'avis sans que ce soit son propre changement d'avis, je l'aurais convaincu de faire son propre choix, même s'il s'agissait d'un autre métier. J'ai énormément de respect et d'admiration pour les gens qui s'engagent dans l'armée. Énormément. Mais je maintiens l'idée que les personnes qui s'engagent le font de leur propre choix. D'autant plus qu'aujourd'hui, les moyens d'attaque technologiques et mécaniques sont extrêmement mortels, extrêmement dangereux. Même si les moyens de défense sont aussi très efficaces, tels que par exemple les antimissiles. Il n'empêche qu'une flèche sera toujours moins rapide qu'une balle de sniper. Donc, les attaques d'aujourd'hui sont extrêmement mortelles. Donc je maintiens l'idée que c'est une vocation, une envie, un choix qui est personnel, un choix qui est personnel. Je souhaiterais prendre un exemple qui est l'exemple de la Première Guerre mondiale. Moins de 20 ans avant la Première Guerre mondiale, les avions étaient apparus. Les avions étaient apparus et les obus aussi. Les bombardements d'obus par conséquent avec les avions aussi. Je prends l'exemple de la Première Guerre mondiale pour démontrer que les moyens d'attaque sont très dangereux. Et je maintiens encore l'idée que j'ai beaucoup de respect d'admiration. J'ai beaucoup de respect d'admiration pour les gens qui s'engagent dans l'armée. Mais je veux illustrer le fait que c'est un choix qui est personnel. Et je veux aussi théoriser, démontrer une théorie du civil sur le militaire à travers la Première Guerre mondiale. On va y arriver. On va y venir. Donc, pour en revenir sur certains détails qui ne sont pas fondamentaux, qui ne sont pas fondamentaux pour ce que je veux démontrer, la Première Guerre mondiale, on le sait, a été très innovante. Il y a donc eu les avions peu de temps avant, une vingtaine d'années avant. Une vingtaine d'années avant, il y a eu les avions et les bombardements d'obus. On sait aussi que la traversée d'une tranchée, c'était environ 40% de pertes. On a tous en tête ces images de fils barbelés. Un demi-siècle avant, il y avait eu la révolution industrielle et l'apparition du moteur. Plusieurs engins à moteur sont apparus, tels que par exemple la voiture à moteur. Mais aussi les premiers sous-marins militaires à moteur.
C'est durant la Première Guerre mondiale que les premiers chars de combat militaires avec un canon sont apparus. La Première Guerre mondiale, c'est aussi la première guerre chimique contemporaine. On a tous en tête ces images de masques à gaz. 1,4 million morts du côté français, 20 millions de morts au total dans toute la guerre, et 20 millions de blessés au total dans toute la guerre. Il y a un événement que je voudrais donner de la Première Guerre mondiale, c'est celui dont je vous ai parlé, qui démontre qu'il y a un lien important entre le civil et le militaire. On y vient. Il s'agit d'un événement qu'il y a eu en 1916 concernant l'armée allemande. Les militaires allemands n'avaient pas écouté leur gouvernement et avaient fait couler un bateau commercial américain. Par conséquent, les Américains étaient rentrés dans la guerre. C'est bien la preuve que le contrôle du civil sur le militaire reste important. Alors, les Américains n'étaient pas la première puissance militaire à ce moment-là, durant la Première Guerre mondiale. Mais malgré tout, ils ont eu un rôle décisif. Un rôle faible, mais décisif. La première puissance militaire durant la Première Guerre mondiale, c'était la France. D'ailleurs, le commandement interallié s'était fait derrière Foch. Dans les années 20, c'était encore la Première Guerre mondiale. La première puissance mondiale. La France était encore la première puissance mondiale durant les années 20. C'était une armée de 20 millions d'hommes. Il n'y a pas longtemps, il y a eu ces tribunes de militaires, qui appellent les politiques à agir, comme quoi il y aurait des risques de guerre civile. Comme j'ai pu l'évoquer, avec cette personne qui a tourné en rond pendant 5 ans, il y a des problèmes effectivement dans le civil. Mais comme j'ai pu l'évoquer avec cet exemple de la Première Guerre mondiale, le civil reste plus important que le militaire. Donc oui, peut-être qu'il y a un rapport de civil à revoir avec le militaire. Mais il ne faut pas oublier que le civil reste plus important que le militaire. Autre exemple, on a tous entendu parler, on s'éloigne là, mais on a tous entendu parler d'une personne pour qui la colocation n'aurait pas forcément fonctionné. Or, les colocations, c'est un cadre de vie qui est très présent aujourd'hui de nos jours. On peut donc se demander si les cadres de vie en collectivité ne doivent pas aussi être revus. Alors, moi je vis seul, je sais qu'à une époque j'ai été en colocation, il m'est arrivé d'être en colocation, mais j'ai eu de la chance, ça s'est toujours bien passé. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, effectivement, les colocations ont pu ne pas fonctionner. J'ai souvent entendu parler du fait que les voyages faisaient apprendre des choses sur le monde et faisaient évoluer les gens. Je suis tout à fait d'accord. Les voyages, c'est important. Les voyages, c'est bien. Il faut voyager. J'invite les gens à voyager. Mais voyager, c'est quoi? Voyager, c'est apprendre individuellement. Voyager, c'est s'ouvrir l'esprit individuellement. Voyager, c'est apprendre individuellement. Et le problème qu'il y a ici, c'est quoi? C'est pas un problème individuel. Parce qu'on sait très bien vivre individuellement. Le problème, il est collectif. C'est un problème de cohésion sociale. Pour qu'un voyage améliore ça, il faudrait que plus de 60 millions de Français fassent le même voyage au même moment, au même endroit. Ce qui n'est pas possible. Donc oui, il y a un problème il y a un problème de rapport entre le civil et le militaire. Probablement. Ça se constate. C'est même pas probablement, c'est sûr, il y a un problème de rapport entre le civil et le militaire, on le voit. Mais le civil doit continuer à contrôler au maximum le militaire. Le monde civil doit continuer à contrôler au maximum le monde militaire. Comme j'ai pu le souligner avec l'exemple du bateau coulé durant la Première Guerre mondiale. Pour en venir aux tribunes des militaires,
Les militaires peuvent s'engager en politique après leur activité militaire, mais ils ne doivent pas oublier l'importance du civil sur le militaire, même s'il y a des problèmes dans le monde du civil.